Et nous sommes donc ici à la Défense avec Stéphane Richard, PDG d'Orange. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes sur Watch, la chaîne de l'innovation. Et justement, l'innovation, c'est la raison d'être de ce show annuel, le show Hello. Est-ce que c'est pas trop difficile, trop ambitieux d'en faire un tous les ans? Je ne sais pas, oui, c'est vrai que c'est ambitieux, c'est beaucoup de travail, mais ça a beaucoup de vertus. Ça a déjà une première vertu pour toutes les équipes qui travaillent sur ces sujets d'innovation parce qu'ils savent qu'ils ont un rendez-vous. Et ça donne un objectif. Ouais, c'est ça. Ça leur donne un objectif, peut-être une petite pression. Voilà, petite pression. Mais c'est vrai, il y a plein de sujets qui finissent par se débloquer dans les semaines avant parce qu'on sait qu'il y a ce rendez-vous. Je pense que ça a une grande vertu d'image aussi en interne parce que ça valorise beaucoup nos salariés qui le méritent chez Orange. Tous nos salariés d'ailleurs, hein, quel que soit leur métier. Je pense que c'est important pour l'image d'Orange aussi. Puis vous savez, finalement, les grandes entreprises américaines le font. Bon, il y a la keynote d'Apple, il y a la keynote de Microsoft, il y a la keynote de Google, etc. Et pas les autres opérateurs. Vous êtes le seul à faire ça de manière annuelle. Oui, c'est vrai. C'est un choix que j'ai fait. Peut-être que... vous l'avez regretté une fois de temps en temps ou pas? Bah, d'abord, moi, j'ai tendance à penser que on a peut-être, pardon, je ne veux pas être méprisant en disant ça, mais on a peut-être plus de choses à dire que les autres parce qu'on n'est pas comparable. On est un groupe mondial. On a des responsabilités aussi qui ne sont pas les mêmes. On est l'opérateur. Vous avez commencé par ça d'ailleurs aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai, je crois que c'est très important. Surtout à l'époque actuelle, avec les Gilets jaunes, avec ce mouvement qui a pris de l'ampleur en France. Oui. À la fois en interne et en externe, c'est un message important dès le début de votre oui, c'est un message important et je n'ai pas fait ça parce qu'il y a les Gilets jaunes. Ouais. Vous savez, cette conférence, elle se prépare des mois avant. Et donc, on avait décidé au printemps 2018 de l'axer sur ce thème de l'inclusion, de la réduction de la fracture numérique et de l'accessibilité des services et de la sécurité. Donc, il se trouve qu'on a été un peu rejoint par l'actualité, mais oui, je pense que c'est très important. Et quand je dis qu'on a peut-être d'autres choses à dire aussi, c'est que on a eu une séquence européenne ce matin avec le couple franco-allemand qu'on a essayé de mettre à l'honneur. Avec votre confrère de Deutsche Telekom. Avec mon confrère et ami de Deutsche Telekom. Je pense que c'est un beau sujet, européen aussi. Et bon, c'est vrai que... de deux grands opérateurs, quelque part, pour s'élever face à la puissance des GAFA. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Oui, enfin c'est une collaboration européenne. Sinon pour s'élever, en tout cas pour exister déjà. Pour proposer une alternative. On en est là? Ah bah on en est là, oui. Vous savez, dans le cloud, citez-moi un acteur européen, on va dire qui soit de taille à peu près repérable. Hein, je dis même pas comparable, mais repérable. OVH. Par rapport aux grands acteurs. OVH est minuscule, pardon, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je vous en donne un. Mais ils sont minuscules par rapport à AWS ou à Microsoft ou à d'autres, où je ne parle même pas des Chinois. Donc, dans la plupart des domaines de l'Internet, les Européens n'existent pas. Sur les 20 premières plateformes Internet du monde, il n'y en a pas une seule européenne, vous le savez bien. Pas une seule. Donc oui, bien sûr, on a besoin d'exister. Donc il faut exister notamment sur l'intelligence artificielle, qui est un des gros enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain. Quel est pour vous, dans tout ce que vous nous avez montré il y a quelques minutes, le point le plus important? Qu'est-ce qui va potentiellement changer notre vie à assez court terme? Est-ce que c'est la 5G? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est la domotique sur laquelle vous misez aussi beaucoup? Comment vous voyez l'avenir? Je crois que c'est un mix de nouveaux réseaux, 5G et d'intelligence artificielle. La domotique, c'est une application possible. Hein. Mais pour répondre très simplement à votre question, moi, à mon avis, ce qui est le plus important, c'est surtout de faire des services utiles. Sécurisés et utiles. Et accessibles. C'est-à-dire que tout ce qui sera réservé à une petite élite parce que ce sera trop cher ou parce que les gens ne comprendront pas l'intérêt, ça n'aura pas d'intérêt. Tout ce qui sera pas sécurisé et donc susceptible de créer des points de fragilité dans l'accès à l'intimité, tout ça, ça posera aussi des problèmes. Et puis c'est l'utilité. Est-ce que je vais me servir de ces équipements? Et je vais m'en servir si les services qu'ils me proposent sont utiles. Nous, notre speaker que j'ai présenté ce matin, connecté à notre... qui est une des portes d'entrée à l'intelligence artificielle. Pas la seule, mais une. Il va avoir une utilité à la maison. Vous allez pouvoir
allez, prenons un cas tout simple, vous allez pouvoir passer un appel, c'est bête, hein, en mode main libre, chez vous. Vous êtes dans la cuisine, vous avez les mains prises parce que vous êtes en train de faire une mousse au chocolat. Vous voulez appeler votre fils parce que vous ne savez pas où il est. Et ben, vous allez demander à votre speaker, à la voix, tiens, appelle-moi François, mon fils, et vous allez l'avoir. Donc, c'est tout bête. On est les seuls à proposer ça. Un équipement qui permette de fonctionner en mode main libre. J'ai envie de dire, c'est quand même la base. Oui, c'est la base, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Ouais. Vous voyez, donc, on est les premiers à proposer Avant de baisser ses stores ou d'allumer la lumière, on a mais oui, envie de passer un coup de fil ou de répondre. Bien sûr. Après, il y a la domotique, il y a des gens que ça intéressera. Tout dépend aussi de la simplicité d'usage, de l'accessibilité des systèmes. L'idée, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens que ça intéresse. Il y a la sécurité, télésurveillance. On va développer une nouvelle offre de télésurveillance. Donc maison connectée, maison sécurisée. 2 offres pour la maison. L'une est incluse, maison protégée. L'autre sera en option, si j'ai bien compris. Exactement. Et puis il y a ce partenariat avec Amazon. Alors vous citiez AWS, mais AWS c'est aussi Amazon. Donc on peut à la fois être concurrent ou un peu en opposition et en même temps travailler ensemble. Pourquoi vous avez fait ce choix d'Amazon, Alexa, plutôt que de Google, plutôt que d'Apple? Est-ce qu'il y a une raison objective? Oui, bien sûr. On n'a pas pris cette décision comme ça. On a travaillé pendant des mois. Bon, il y avait une alternative de base qui était effectivement Amazon ou Google. Ce qui d'ailleurs, au passage, Apple, non, montre que Apple n'est pas du tout ouvert à ce type de partenariat. N'a d'ailleurs pas du tout les mêmes possibilités de service. Apple. Vous n'avez même pas essayé? Mais parce que ça ne correspond pas au cahier des charges. Apple n'est pas un partenaire possible de ce qu'on appelle la long tail. D'ailleurs, ils font leur c'est-à-dire la connexion au service, la connexion au service de base d'Internet, les requêtes, le e-commerce, etc. D'ailleurs, le HomePod d'Apple utilise un partenaire pour faire sa long tail. C'est pas du service d'Apple. Donc, si vous voulez, il n'y en a pas 36 000 possibles, il y en a que 2. C'est Google ou Amazon. C'était Google ou Amazon pour vous. Voilà. Et en fait, ce qui nous a fait, avec les Allemands, dont le choix était quand même important aussi, évidemment, puisque c'est à 2. Vous avez fait le choix à 2. Vous avez fait opter pour Amazon. C'est essentiellement le fait que Amazon s'est montré ouvert à l'idée d'une réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Alexa, Amazon n'est pas un sous-traitant, pas que un sous-traitant d'Orange. C'est un partenaire. Ce qui veut dire que à partir de nos équipements respectifs, Jingo et Alexa, on pourra accéder au service des deux, en réveillant ces speakers par le mot de passe de chacun de nous deux. Y compris sur une enceinte Y compris sur Amazon. Une enceinte Amazon. Ça prendra un peu de temps, parce qu'il y a un développement qui sera un peu long. Mais on s'est mis d'accord sur ce principe. C'est quoi l'horizon? Ça dépend de la roadmap d'Amazon, que je ne maîtrise pas. Enfin, vous savez, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Un an? Ils n'ont pas voulu s'engager sur des délais, je respecte ça. Mais par contre, ils se sont engagés et je crois tout à fait dans cette parole. Donc, ce qui était important pour nous, c'est ça, c'est le principe de réciprocité. Parce qu'en fait, quand ça sera fait, ça nous donnera un effet d'échelle immédiat, considérable. Parce que tous les gens qui ont un speaker Amazon pourront accéder aussi en disant OK Jingo à nos services Orange. La question du débit, alors elle est importante en ville, mais elle est aussi très importante à la campagne. Il y a encore beaucoup de zones blanches. Vous, comme Free, qui en a fait un de ses points la semaine dernière, vous voulez vous appuyer sur la 4G en complément d'un accès filaire fixe pour avoir le meilleur débit possible. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau de ce côté-là? On propose une solution qui a le mérite de la simplicité, de l'efficacité et surtout qui est très abordable et qui ne nécessite pas un nouvel équipement. Mais ça existait déjà chez vous? Oui, bien sûr. On a 400 000 routeurs 4G qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent à la grande satisfaction de leurs utilisateurs. Donc, vous savez, il n'est pas toujours nécessaire d'inventer la poudre. Quand on a quelque chose qui marche, et c'est le cas de notre 4G fixe à nous, on peut essayer d'en faire plus. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça ce matin? Parce que... c'est la question que je me posais en fait. Parce que j'ai fait aussi écho, si je puis dire, à une annonce qui a été faite la semaine dernière par nos concurrents bien-aimés de Free sur cette idée de box hybride. Et nous, notre réponse à la box hybride, c'est le routeur 4G. Parce qu'en réalité, quand vous avez un très mauvais ADSL, additionner quelque chose qui ne représente pas grand-chose avec du mobile, ça n'a pas grand intérêt par rapport au fait d'accéder directement sur le réseau mobile. J'ajouterais, sans vouloir être sarcastique,
que le réseau mobile de 4G d'Orange, il est quand même en moyenne plutôt meilleur en termes de débit et de qualité de service. Donc je pense qu'il sera plus utile pour les gens qui veulent prendre cette solution en attendant la fibre que n'importe quoi d'autre. La 5G, on en a tous envie. Concrètement, quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à l'utiliser? Concrètement. Pour quelques milliers de personnes dès l'année prochaine, puisqu'on va, je l'ai annoncé ce matin, ouvrir 17 villes en Europe, mais 4 en France, avec un service 5G. Ce sera quand dans l'année? Ça sera... Vous savez, attendez, pour se servir de la 5G, qu'est-ce qu'il faut, hein? Il faut certes un réseau, il faut une autorisation pour utiliser des fréquences que nous n'avons pas aujourd'hui, et puis il faut des terminaux. Les terminaux, ils sont prêts. Il n'y a pas de terminaux. Ils sont prêts, oui, mais ils sont prêts. Ah, ils sont prêts, ils ne sont pas sur le marché. Non. C'est un peu l'œuf et la poule. Et oui, mais c'est comme pour la 4G, on peut déployer un réseau si vous n'avez pas les terminaux. On pose la même question aux fabricants, ils vont nous dire on attend que Orange lance sa 5G. Oui, mais là, bon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, en tout cas, si on parle d'une utilisation massive quoi, sur le mass market, il faut qu'on ait l'utilisation des fréquences. Ça, c'est deuxième semestre 2019, d'après le calendrier qui a été annoncé par l'ARCEP. Et puis ensuite, il faut déployer le réseau et des terminaux. Donc, on peut raisonnablement penser que... J'ai cité les 4 villes, hein. C'est Paris, Lille, en même temps, Marseille et Nantes. Ça va s'étaler dans l'année 2019, mais ça c'est expérimental. D'accord. Expérimental, mais ça sera de la 5G. Voilà, donc pour le grand public, disons que 2020 me paraît une bonne échéance de temps. Dernier point, on s'intéresse beaucoup à l'univers Apple, notamment sur Watch. La eSIM des nouveaux iPhones, est-ce que c'est une chance pour un opérateur ou est-ce que c'est une menace? Ça aurait pu être une menace. On a fait en sorte que ça n'en soit pas une et que ça soit plutôt une chance, peut-être pas pour l'opérateur, mais en tout cas pour l'utilisateur, sans perdre la relation qu'il a avec son opérateur. Le risque, c'était ça pour vous au Oui, départ? c'est ça pour nous, mais c'est peut-être ça aussi pour le client, vous savez. Parce que malheureusement, une relation, c'est quelque chose qui est fait entre deux agents, d'accord? C'est pas unilatéral. C'est pas la volonté de capturer, de retenir. Donc nos clients, ils ont besoin d'avoir une relation aussi avec nous. Regardez le nombre de nos clients qui viennent dans nos boutiques. Et pas uniquement pour se plaindre. Donc voilà, cette relation-là... On attend un peu trop longtemps parfois dans vos boutiques. Voilà, vous voyez, on y travaille. Victime de votre succès. Mais donc cette relation, elle est forte, elle est importante. Et il fallait absolument la maintenir. Et pour pouvoir maintenir cette relation, on avait besoin d'encadrer l'eSIM. On n'a jamais été contre le principe de l'eSIM. Mais si l'eSIM était une arme pour couper cette relation et pour empêcher les opérateurs de maintenir la relation dont ils ont besoin et les utilisateurs aussi avec les opérateurs, là ça nous posait un problème. Vous savez qu'il y a eu... Vous vous y êtes opposé au début? Il y a eu une négociation, il y a eu un travail de co-construction qui a été fait d'une manière, je dois dire, très honnête et constructive par Apple. Il y a eu un travail entre Apple et la GSMA, qui est donc l'association mondiale des opérateurs, qui a débouché sur un standard technique de l'eSIM. Et c'est cette eSIM-là qui est dans les téléphones Apple maintenant. Donc dans ces conditions-là, nous, on n'a pas de problème avec l'eSIM. Merci beaucoup Stéphane Richard d'avoir été sur Watch aujourd'hui. Bonne deuxième présentation. Et puisque vous allez voir Emmanuel Macron cet après-midi, votre journée est décidément bien chargée, quel est le message que vous allez lui faire passer? Je vais lui faire passer le message que Orange est attentif, est à l'écoute, à des valeurs qui lui commandent d'être présent à un moment où il faut que le pays se retrouve, se rassemble et surtout prête davantage attention aux situations de misère, de pauvreté, de difficultés que rencontrent trop de Français. Voilà. Et donc on est disponible pour ça, pour nos salariés d'abord, pour ceux qui gagnent le moins. J'ai annoncé le versement d'une prime d'ici la fin de l'année. De combien ce qui n'est pas... J'ai annoncé une prime de 1 000 euros pour tous nos salariés qui gagnent en gros 2 000 euros par mois au moins, et de 500 euros pour ceux qui sont entre 2 000 et 2 500. Ça concerne 20 000 personnes en tout. Donc ça c'est ce qu'on fait pour nos salariés les plus modestes, disons, aux revenus les plus modestes. Pas forcément les plus modestes en termes de ce qu'ils font, mais en tout cas qui ont les revenus les plus modestes. Et au-delà de ça, il y a peut-être d'autres champs qu'il faut qu'on explore. Quels sont les produits, les facilités particulières qu'on peut accorder aux personnes qui sont en situation difficile, et on va regarder tout ça. Disponibilité donc et écoute. Merci beaucoup Stéphane Richard et à bientôt sur Watch, la chaîne de l'innovation. Merci.